Merci, merci. Bon, déjà, merci à tous d'être venus pour nous écouter aujourd'hui, vous parler du plugin framework Terraform. Donc, moi, c'est Clément, je suis dev et coach DevOps chez Zenica depuis 2 ans. Et voici mon comparse Rémi. Bah oui, moi c'est Rémi, je suis consultant chez Zenica depuis une dizaine d'années, principalement du back-end. Moi j'aime bien faire du Java, du JS, du Go, puis j'ai tout le temps plein de petits projets à droite, à gauche. D'ailleurs Clément, est-ce que tu as entendu parler de mon dernier projet? Il est incroyable. Il me semble que c'est Citation 2000, non? Exactement. Citation 2000, c'est une application indispensable. Quand vous regardez une série, que vous êtes en train de lire un livre, vous tombez sur une phrase choc, vous avez envie de la retenir, de la garder. Maintenant, vous avez une application qui vous permet de le faire. On peut tous applaudir Rémi. Donc, l'idée, c'est que vous avez ici un front, donc il y a tous les gens qui sont contents d'utiliser ce front-là. Et moi, je suis quand même dev à la base, donc j'ai pensé à tous mes amis développeurs et j'ai créé une petite librairie en Go qui va permettre de manipuler les citations directement. Donc, qu'est-ce que c'est des citations? Ça va être simplement un fichier JSON avec un ID par citation, et dans chaque fichier, on va retrouver le message et l'auteur. J'ai dit, je garde ça le plus simple possible. Ah, c'est cool, c'est kiss, c'est simple, c'est efficace, c'est straightforward. J'aime bien, j'aime bien. Mais tu sais, moi, je suis DevOps. Du coup, j'ai quand même une appétence particulière pour Terraform et l'infra as code. Est-ce que tu crois que c'est possible de nous faire un truc qui nous permettrait de faire ça? Parce que le Go, c'est pas trop mon truc. Tu voudrais du citation as code? Du citation as code, en effet, ça serait génial. C'est vraiment, t'es pas le premier à me parler de ça. Tous les DevOps que je croise, ils me disent oui, je veux pouvoir avoir du Terraform. Et je suis pas de mauvaise volonté. J'ai voulu essayer de leur faire un provider pour qu'ils puissent utiliser leur code Terraform pour gérer leurs citations. Et je suis tombé sur plein de docs. Je suis tombé sur la doc du Terraform Plugin Framework de HashiCorp. Il y avait plein de trucs, plein de liens. J'étais trop content. J'ai dit, je vais pouvoir faire plein de trucs. Et puis, au fur et à mesure des liens, je suis tombé également sur la Godoc qui va avec. Il y avait encore plein de trucs. Je suis retombé encore après sur un repo de scaffolding où il mettait un exemple de provider Terraform Custom avec encore plein de ressources, plein de choses. Je commençais à avoir beaucoup de liens. J'arrivais à mon 50e onglet d'ouvert sur Chrome. Ça commençait à être compliqué. Et puis après, toujours sur le site de HashiCorp, j'ai commencé à tomber sur les tutoriels qu'ils donnaient et qu'ils disaient oui, en tout, ça vous fait 4 heures de vidéo à regarder, plus les labs. J'avoue que j'ai un peu abandonné. Mais je me suis dit, peut-être que toi, Clément, tu pourrais m'aider, parce que je sais que tu connais bien Terraform. Bah ouais, moi je connais bien Terraform et ce que tu me dis là, ça me choque un peu parce que Terraform en fait c'est quoi? C'est un outil qui vous permet de gérer principalement votre infrastructure avec du code. Et donc pour faire ça en fait Terraform il va vous permettre de déployer des ressources sur vos SaaS préférés, sur vos PaaS préférés. Donc par exemple vous pourrez déployer vos buckets sur GCP, vos monitoring sur Datadog et ça de manière très simplifiée. Et en fait pour faire ça Terraform il se repose principalement sur une boucle qui est assez simple à comprendre. Donc, il se base sur votre configuration. Donc, votre configuration de code en HCL, donc il y a un langage Terraform Homemade. Une fois que votre configuration est définie, ce code-là va être interprété et planifié pour exécuter des actions de changement. Donc, ça peut être de la création de nouvelles ressources, de la suppression, de la mise à jour, mais aussi de l'import de ressources que vous avez. Et donc une fois que le plan de migration est mis en place, vous allez pouvoir utiliser l'engine Terraform pour appliquer ces changements. Une fois que ces changements vont être exécutés, vous allez récupérer un état qui est l'état de votre infrastructure, et cet état servira de base pour la prochaine itération de planification, qui sera évidemment issue d'un refresh à la prochaine itération. Et du coup, pour faire ça, Terraform, ils ont une approche assez sympathique, qui est une approche plugin. Ils se sont pas dit on va maintenir tous les providers, donc les providers c'est un peu l'équivalent d'une librairie que vous auriez dans vos langages de programmation. Ils se sont pas dit on va tous les coder, ils se sont dit on va fournir à la communauté la capacité de créer des plugins. Donc pour faire ça en fait il faut monter un serveur gRPC, donc c'est un langage de communication, enfin c'est un protocole de communication comme l'HTTP, qui vous permet de communiquer donc avec votre serveur Terraform Provider. Ce serveur, il va ensuite communiquer avec les différentes librairies métiers dont vous avez besoin pour faire les actions que vous avez besoin de faire. Ici, on a un exemple d'appel HTTP vers une API. Ça peut être des manipulations de fichiers en local. Ça peut être des appels DNS pour faire des enregistrements DNS et tout ce genre de choses.
Donc c'est pour ça que quand tu me dis que la documentation elle est ultra complexe, moi de mon point de vue, c'est quand même quelque chose qui est assez simple à mettre en place. Bah écoute, moi j'ai eu du mal en tout cas, donc Bah je comprends, vu la doc, c'est assez infâme. Bon, ça te dit qu'on rentre dans le dur, comme ça on va pouvoir voir comment ça se passe réellement? bah, déjà, est-ce que tu peux me parler un peu plus de Terraform? Ah oui, pardon, Est-ce que tu me parles excuse-moi. de tout ça? Tu oublies des slides. C'est vrai, c'est vrai. Donc concrètement, comment ça se témoigne Terraform dans la vraie vie? Bah, vous allez d'abord définir en fait les providers que vous allez utiliser. Donc là, par exemple, on a le provider Google en version 7.35 et la configuration de notre provider Google avec le project ID et le token. Évidemment, on évite de mettre ces tokens en clair dans votre fichier de Terraform. Une fois que vous avez défini ces providers, vous allez pouvoir définir l'utilisation des ressources de ce provider. Et donc là, par exemple, l'utilisation de la ressource Google Storage Bucket. Donc cette ressource, elle va avoir un type, le Google Storage Bucket, un label, static site, et des attributs. Donc chaque attribut est propre à chaque ressource de Terraform. Donc si on a la ressource name qui va définir le nom de notre bucket, la location, le type de destruction qu'on souhaite accepter, etc., etc. Et donc ces attributs-là, ils sont personnalisables pour chacune des ressources Terraform. Donc si on prend le cas des ressources sur Datadog, par exemple, on a notre ressource de monitoring et d'alerting qui va avoir ses propres attributs, notamment la query qui va nous permettre de faire notre alerting. Et après, il y a un state, c'est ça? Un gros fichier JSON que j'ai déjà vu un petit peu par-ci par-là. Tout à fait. Une fois qu'on a créé nos ressources, elles vont être enregistrées dans un state. Donc ici, on a un extrait du state de notre bucket GCP. Donc on retrouve bien la location en Europe, le nom de notre bucket qu'on a donné dans notre ressource Terraform, le projet sur lequel c'est déployé. Mais on a aussi d'autres attributs qu'on n'avait pas déclarés, comme le self-link. Le self-link, c'est quoi? C'est un lien qui est fourni par GCP pour identifier de manière unique notre bucket. Donc ça, c'est des attributs qui sont compute par GCP et pas par l'utilisateur, ni par Terraform. Donc ça, c'est des choses qu'on connaîtra après l'application de nos ressources. Ok, donc si je reprends un petit peu cette slide-là avec le schéma que tu avais montré, nous, dans notre cas, à quoi ça va ressembler? En fait, on va essayer de créer un nouveau provider Terraform pour Citation 2000 ici. Tout à fait. Et c'est là-dessus où le Terraform Plugin Framework va nous aider à gérer tout l'aspect serveur, gRPC, etc., qui va nous permettre de communiquer avec Terraform Core. Et à côté de ça, pour vraiment créer les citations, tout ça, on va se baser sur ma librairie en Go que j'avais déjà créée par ailleurs. Ouais. C'est bien ça? Ça va nous accélérer même le travail, en effet. Top. Au moins maintenant j'ai une idée plus claire de ce qu'il faut faire. On commence le code? Allez, soyons fous. On y va. Hop. Alors ça code assez vite et on va faire un petit flash forward dans le temps. Et on arrive à ce bout de code là. Ça y est, on peut importer notre super provider Terraform. Donc là, on a décidé, donc comme Rémi l'avait dit, pour les citations, il faut qu'on indique un fichier où stocker notre citation. Donc on configure notre provider citation 2000 avec un folder path et on l'importe depuis le repo GitHub sur lequel Rémi a fait le code. Ok, le folder path, donc ça correspond au dossier où on met toutes les citations dedans. Exactement. Okay. Bon, on est quand même allé un peu vite pour aller là-dessus. Moi, je veux bien qu'on reprenne du côté du code de notre provider pour voir un petit peu tout ça. Alors, le code de notre provider, ça va être un projet Go qu'on va utiliser, qu'on va initialiser à partir du repo de scaffolding donné par HashiCorp, où il y a déjà plein de choses. Simplement, nous, on a enlevé un petit peu plein de choses qui ne nous servaient pas spécialement pour garder juste le minimum pour nous créer les ressources, pouvoir créer des citations, etc. Et on va commencer par vraiment la définition de notre provider à proprement parler, avant de parler des ressources. Un provider Terraform avec le plugin framework, c'est un projet Go classique. On retrouve ici le fichier GoMod qui correspond, si vous avez déjà fait du Java ou du JavaScript, ça correspond au package.json ou au pom.xml. On va retrouver toutes nos dépendances, et notamment dans les dépendances du Terraform plugin framework ici, et une dépendance vers ma librairie de citation 2000 ici. On va également retrouver dans le main.go, on vous disait qu'un provider Terraform, c'est un serveur gRPC qui va être appelé par Terraform Core au fur et à mesure que Terraform va être utilisé par les gens qui s'en servent. Et en fait, on le voit bien ici, dans le main.go,
on vient commencer par décrire des options pour le serveur, on lui donne une adresse, etc. On lui dit de commencer à faire le service. Bon, ça, c'est des bouts de code qui sont communs à un peu tous les providers. Nous, là où on a commencé à écrire du code spécifique pour le provider de citation 2000, ça va être ici. Hop, on va repasser sur les slides, là. Le truc le plus important au niveau de la définition de notre provider dans notre code, ça va être la définition d'un type ici, citation 2000 provider. Et c'est ce type-là sur lequel on va venir ajouter différentes méthodes. Et chaque méthode, ça va correspondre à un endpoint gRPC. Donc en fait, quand Terraform Core va envoyer une requête gRPC à notre provider, tout le plugin framework, donc toutes les dépendances qu'on a importées dans notre Go-mode, va faire la plomberie pour que ça vienne appeler notre méthode ici. Cette méthode-là, on voit en fait, quand on a un petit peu l'habitude de Go, on reconnaît que c'est une méthode qui correspond à un endpoint. Pourquoi? Parce qu'on voit dans les arguments, on voit qu'on a un provider schéma request et ici un schéma response. Et quand on a l'habitude de faire du Go, par exemple des API HTTP en Go, eh ben on a l'habitude d'avoir des bouts de code comme ceci. Donc avec ici un handler qui prend en argument un HTTP response writer et un HTTP request. Et l'idée, c'est que pour récupérer toutes les données envoyées par le client qui nous appelle, on va utiliser l'objet request. Et pour ensuite nous renvoyer des données à ce même client, on va utiliser l'objet writer, en tout cas l'objet response writer. Donc là, par exemple, la manière la plus simple de faire un HTTP handler en Go, c'est de renvoyer dans le response body hello world et de renvoyer une 200 OK. Et donc on retrouve voilà, strictement le même pattern du côté de notre provider Terraform. Simplement ici, ce n'est pas des HTTP request et response, mais ça sera des provider schéma request et des provider schéma response. Donc ça, c'est un peu sur la forme de cette méthode. C'est une forme qu'on va retrouver sur tous les autres endpoints qu'on va définir dans notre provider. Maintenant, sur le fond, qu'est-ce qu'elle fait cette méthode schéma? Elle va nous permettre d'envoyer à Terraform Core quels sont les champs qu'on a envie d'avoir dans le bloc de configuration de notre provider. Donc nous, pour que les gens puissent utiliser Citation 2000, ils ont besoin de dire « Ok, c'est dans ce dossier-là que je veux stocker mes fichiers JSON de citation ». Donc on va retrouver ici un attribut dans le schéma qu'on va renvoyer à Terraform Core. Et on va dire « Cet attribut s'appelle folderPath ». On va lui donner une petite description pour la doc. On verra plus tard à quoi ça nous servira. Et également, on va dire que ce champ est absolument requis. Je n'ai pas mis de chemin par défaut pour tout ça. Donc, une fois qu'on a fait ça, ça correspond à ce bout de code juste ici. Maintenant, ce bout de code-là, on a dit à Terraform, OK, je veux qu'il y ait tel et tel attribut dedans, en l'occurrence ici folderPath, mais pour l'instant, on ne s'en sert pas encore. On ne sait pas encore comment récupérer ces valeurs-là. Et ça va se faire avec un deuxième endpoint, une deuxième méthode sur notre type citation 2000 provider. Ça va être la méthode configure. Et on retrouve encore une fois le même pattern, ici configure request, configure response. On va également définir un deuxième type. Ici, c'est non plus citation 2000 provider tout court, ça va être citation 2000 provider modèle. Et ça va être l'objet Go qui va nous servir à vraiment manipuler les informations qu'on a définies dans notre schéma. Donc l'idée, c'est que quand Terraform Core va nous appeler, il va nous envoyer ici dans configure request tout un tas de données de configuration. Et nous, on va venir les récupérer pour les mettre ici dans une variable data de type citation 2000 provider model qui au début est à vide. Et on va venir l'hydrater ici avec cet appel ici. Donc on vient récupérer les données de la request, en l'occurrence les données de configuration de la request. On récupère les données et on les met dans data. Une fois que ça c'est fait, on va nous-mêmes réutiliser ce qu'on a mis dans data. Donc là, le champ folderPath, récupérer la string value qu'il y a dedans et le mettre dans la response dans resource data. Comme ça, quand plus tard, on viendra créer des ressources, on pourra récupérer la valeur du folderPath et donc créer les ressources au bon endroit. J'ai bon jusque-là? Tout me semble clair, ouais, en effet. Moi, je comprends tout ce qui se passe, même si je suis très très nul en Go. Ben moi, il y a quand même quelque chose qui m'inquiète un petit peu. C'est, je me dis, là, ici, potentiellement, ça peut mal se passer, non? Parce que là, on parse, au final, on vient parser les données de la requête pour les mettre dans un schéma particulier, dans une structure particulière. Et qu'est-ce qui se passe si jamais Terraform Core il nous envoie quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'on a?
Si jamais il y a une version qui a changé, des trucs, et qu'au final, au lieu de m'envoyer ici une string, qu'est-ce qui se passe si Terraform Core m'envoie un int? Ouais, tu vois, moi je Ça suis va un gars planter. du Python, du coup je dirais ça envoie une exception. Eh ben, en Go, pas exactement. Parce qu'en Go, en fait, on n'a pas d'exception pour gérer tous les cas d'erreur. On va plutôt passer par un type de la lib standard qui s'appelle le type error. En fait, en Go, on va passer du coup par ce type-là, et on va également utiliser pour gérer les erreurs, plutôt que des blocs try-catch, avec des throws, etc. On va utiliser le fait qu'en Go, on peut renvoyer en retour de nos fonctions, pas uniquement une valeur ou du void, mais on peut renvoyer potentiellement n valeurs différentes. Et l'idée, c'est que plutôt que d'avoir une fonction qui renvoie une string et potentiellement lance une exception, on va dire j'ai une fonction qui va renvoyer à la fois une string et une erreur. Et si jamais la fonction se passe bien, je vais renvoyer une string avec une valeur et mon erreur sera nil, donc nul dans d'autres langages, ça correspond. Et à l'inverse, si ça se passe mal, alors pour ma chaîne de caractères, je vais renvoyer nul, enfin en chaîne vide, et pour mon erreur, je vais renvoyer quelque chose avec un message d'erreur. Et ce qui fait que quand nous-mêmes, on appelle des fonctions qui peuvent planter, on va venir à chaque fois récupérer une erreur, vérifier est-ce qu'elle est nulle. Si elle n'est pas nulle, on va pouvoir traiter l'erreur ou la faire remonter. Donc là, ici, c'est ce qu'on fait. Et si jamais tout s'est bien passé, alors l'erreur ne sera pas nulle, on ne rentrera pas dans le corps du if, et on pourra renvoyer ici, nous-mêmes, une valeur et une erreur à nil. Donc, côté Terraform, avant le Terraform plugin framework, il existait le Terraform plugin SDK V2, qui utilisait également les erreurs. Mais depuis le plugin framework, maintenant, ils font un peu mieux. Parce qu'ils se sont dit, tiens, c'est bien les erreurs, mais qu'est-ce qui se passe si jamais il y en a plusieurs qui se passent au cours d'un appel? On a envie de pouvoir toutes les afficher en même temps à l'utilisateur, et également peut-être pouvoir afficher des warnings, etc. Et donc, dans le plugin framework Terraform, ils ont construit un type qui s'appelle les diagnostics, qui va venir un petit peu encapsuler, ou en tout cas contenir plusieurs erreurs. Et l'idée, c'est que maintenant, donc si on reprend notre code de la méthode configure, quand on va faire la récupération des données de configuration pour les mettre dans data, ça c'est une méthode qui en fait va renvoyer une liste de diagnostics. Alors si tout se passe bien, la liste de diagnostics elle sera vide. Si ça se passe mal, on aura des données dedans. On aura ensuite, donc du coup, dans les diagnostics, des erreurs. Si jamais on a des erreurs, on va s'arrêter là, on ne va pas essayer d'aller plus loin. Et ensuite, Terraform Core sera capable d'afficher ces erreurs directement à l'utilisateur. Et au contraire, si ça se passe bien, alors on ne rentrera pas dans le corps du if, et comme avant, on pourra récupérer nos données et en faire ce qu'on veut. Et donc là, a priori, on a fini tout ce qu'il faut pour le provider à proprement parler, mais le but, c'est quand même d'écrire des ressources. Bah ouais, parce que là, instancier un provider, c'est sympa, mais s'il n'y a pas de ressources, on ne va pas en faire grand-chose. Et nous, ce qu'on aimerait bien avoir, du coup, c'est citation 2000 quote, qui est notre ressource. On la labellise Jurassic Park. Pour tous les amateurs de Jurassic Park, vous reconnaîtrez le message. Et on a Yam Malcolm qui nous dit « Auriez-vous projeté de mettre des dinosaures dans votre parc à dinosaures ?» C'est une très bonne question en demeurant. Mais du coup, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour implémenter ça? De ce que j'ai vu dans la doc du plugin framework, on va implémenter en fait un nouveau type. De la même manière qu'on avait implémenté un type provider pour notre provider, on va implémenter ici un type ressource pour notre ressource. Et ce type, il va devoir implémenter une interface définie par le framework. Et cette interface, elle va elle-même contenir donc différentes signatures de méthodes qui à chaque fois vont correspondre de nouveau à des endpoints gRPC qui vont être appelés par Terraform Core à chaque fois. Donc on va retrouver notamment ici une méthode metadata, c'est ça qui va permettre de renvoyer le nom de la ressource. Donc ça va renvoyer en gros ici citation 2000 underscore quote. On va retrouver également ici schéma, ça va renvoyer un schéma à Terraform Core pour qu'il puisse ici retrouver que dans ma ressource de type quote, il me faut un champ auteur et un champ message. Et enfin, on va retrouver les méthodes pour faire du CRUD, create, read, update, delete. Et à chaque fois, on va retrouver ici request, response. Alors à chaque fois, ça sera un type différent, metadata request, metadata response, etc., etc. Mais on retrouve vraiment à chaque fois la même chose. Ils ont fait quand même quelque chose d'assez aligné par rapport à tout ça. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que quand on manipule du code Terraform, on va peut-être venir créer ou modifier ou supprimer des tas de ressources à la fois. Peut-être qu'on va avoir des ressources qui vont avoir des dépendances entre elles. On va utiliser l'ID d'une ressource pour venir faire un attribut d'une autre ressource, etc.
Et là, en fait, du point de vue de notre provider, on n'a absolument pas à s'occuper de ces questions d'orchestration-là. Vous voyez qu'en fait, tous les endpoints de CRUD, c'est des endpoints unitaires. Tout l'aspect orchestration, c'est Terraform Core qui gère. Et nous, on est juste là à dire, OK, on me demande de créer cette ressource en particulier, on me demande de mettre à jour cette ressource en particulier, etc. etc. Ah, tu vois, moi qui viens de Terraform et pas du Go, je reconnais quand même des schémas que je connais. Donc, comme tu as dit, le create, le read, l'update et le delete. Mais il y a un truc qui manque là, c'est moi je connais des ressources qu'on peut importer. Quand il y a eu des ressources qui ont déjà été créées par un autre projet ou à la main par un utilisateur, moi je peux les importer dans mon state. Pareil, il y a des ressources qui vont nécessiter de l'authentification, si je dis pas de bêtises. Et là, je vois pas comment est-ce que tu fais ça là-dedans. En fait, ça, c'est vraiment l'interface de base. Ok. C'est vraiment le minimum syndical pour définir une ressource. Mais à côté de ça, le provider framework va donner plusieurs interfaces complémentaires qui vont permettre à chaque fois, au fur et à mesure qu'on les implémente, de gérer plusieurs fonctionnalités en plus. Par exemple, notre ressource, si elle a besoin d'être configurée pour récupérer au hasard un chemin vers un dossier de citation, on va pouvoir implémenter l'interface resource with configure. Si on veut gérer de l'import, on va retrouver ici resource with import state. Et donc là, après, cette syntaxe ici, elle est intéressante à noter parce que vous pouvez souvent tomber dessus quand vous allez regarder un provider Terraform. Il faut savoir qu'en Go, les interfaces, elles ne sont pas implémentées explicitement. C'est différent de Java, par exemple, où en Java, quand vous dites mon type implémente cette interface, vous écrivez vraiment en toutes lettres class implements mon interface. En Go, c'est beaucoup plus proche, même si c'est compilé, du duck typing. Et en fait, pour le compilateur, du moment que votre type a des méthodes avec les bonnes signatures, il va implémenter l'interface. Il n'y a pas besoin de l'écrire plus que ça. D'ailleurs, on ne peut pas vraiment l'écrire plus que ça, pas avec des mots-clés du langage. La plupart du temps, ça ne pose pas de problème. Dans le cas des providers, ça peut poser problème parce qu'il n'y a pas vraiment... il y a des fois, on a vraiment envie de savoir qu'on n'a pas fait de typo et que dans ma méthode configure, je n'ai pas écrit configure. Et en fait, cette syntaxe-là, elle est simplement ici pour dire au compilateur, vérifie bien que si je prends une quote resource, je peux bien le mettre dans resource with configure. Et comme ça force le compilateur à vérifier que l'assignation est valide et donc que les différentes signatures dans le contrat d'interface de resource with configure sont bien implémentées par quote resource. Et donc là, si jamais j'ai écrit configure, le compilateur va bien m'envoyer bouler. On n'a plus qu'à écrire On peut écrire la ressource, le code de la ressource. Alors, il y a plusieurs choses à voir sur tout ça. De base, ça va être proche de ce qu'on a déjà vu sur le provider. On va retrouver ici un type quote resource. Quelqu'un qui t'appelle, il fait que de vibrer le truc. C'est du sabotage. On vient définir ici un quote resource. Ça va être le type qui ne va pas correspondre aux citations qu'on va créer, mais ça va être le type un petit peu comme un DAO, on pourrait dire. Ça va être le type qui va venir faire les opérations update, create, delete, read, etc., import, configure. Et on va également définir un modèle qui, là, lui, par contre, doit vraiment correspondre d'un point de vue modèle aux données qu'on va retrouver dans une citation. Donc avec un message, un auteur et également l'ID. On retrouve ensuite nos différentes méthodes qui sont mis sur le type quote resource, avec notamment metadata, qui renvoyait donc ici citation 2000 underscore quote, un schéma, où là ce qui va être intéressant de voir, c'est que on va avoir par exemple le message qui va être requis, puis l'auteur qui va être optionnel. Et pour les ressources, on va retrouver en plus, pour certains champs qui ont des cycles de vie un peu particuliers, des plan modifiers, et par exemple ici, un champ ici computed qu'on va mettre à true. Il faut savoir que l'ID, ce n'est pas quelque chose dans citation 2000 que l'utilisateur peut choisir. Ce n'est pas lui qui dit ma citation, je veux qu'elle ait tel ID, c'est le système qui génère un UID et qui le choisit. Donc il faut que Terraform puisse récupérer cet ID et puisse savoir que le cycle de vie de cet attribut est différent du reste. D'où ici le fait d'utiliser des plan modifiers. Ça, c'est également une nouveauté depuis le plugin framework. Quand on était encore au plugin SDK V2, donc la version d'avant proposée par HashiCorp, on pouvait également utiliser ces choses-là, mais ça se faisait par un autre moyen et c'était globalement moins typé fort que ça. Donc il y avait plus de manières de se tirer dans le pied, comme on dit.
Avec tout ça, on va retrouver différentes méthodes, donc nos méthodes de CRUD, comme par exemple la méthode create. On va retrouver donc de nouveau notre contexte. Je ne vais pas trop m'apesantir là-dessus, on l'a vu à chaque fois, je ne l'ai pas mentionné encore. Un contexte, c'est quelque chose dont on va se servir en Go pour tout ce qui va être les opérations qui vont un petit peu durer dans le temps, parce ça va nous permettre de dire, tiens, par exemple, si ça dure plus de 3 secondes, time out, et on s'arrête là. Nous, dans notre cas, on n'en a pas spécifiquement besoin, mais voilà, sachez que si vous voyez, ça sert à ça. On retrouve donc notre request resource.createRequest, notre response resource.createResponse. Et ensuite, pour toutes ces méthodes-là, à chaque fois, on va avoir un petit peu un jeu de sérialisation, désérialisation, pour aller de ce que va nous envoyer Terraform Core jusqu'à ce que nous, on va renvoyer à Terraform Core en passant par le modèle qu'on va définir avec les types du plugin framework, le modèle qui vient de la lib citation 2000, donc notre code qui n'a rien à voir, enfin qui est totalement indépendant de Terraform, et on va faire, en fait, on va passer voilà, de chaque étape pour aller là-dessus. On va rentrer un peu plus dans le détail en regardant tout ça. On commence par créer ici un quote resource model, donc l'objet qui avait les attributs ID, message, author, au début vide. On va venir, comme pour le configure du provider, à partir des informations du plan que Terraform nous a envoyé dans la requête, on va venir hydrater notre objet data. Si jamais l'hydratation se passe bien, bon, on n'entrera pas ici dans le if avec le cas d'erreur. Si jamais ça se passe mal, ben, on renverra les diagnostics directement à Terraform Core. Si jamais ça se passe bien, ben, ça y est, on a récupéré toutes les informations du plan dans notre data, dans notre quote resource model, et on va pouvoir les utiliser pour créer un objet de la lib, donc indépendante de Terraform, citation 2000, on le voit bien parce que ça vient du package citation 2000. Je viens créer donc mon objet métier. À partir de là, je vais également faire un appel à une fonction de ma lib, qui est une fonction métier, où je lui demande, voilà, est-ce que tu peux me créer une citation? Je lui passe le folder pass qui vient des différentes méthodes configure qu'on a vues jusque-là. Je lui passe la citation que j'ai créée à partir des infos récupérées du plan. Et à partir de là, j'ai encore 2 cas. Soit ça se passe mal, et dans ce cas-là, je vais avoir une erreur qui sera non nulle. Je vais pouvoir ajouter un diagnostic, pas obligé d'ajouter des diagnostics renvoyés par les méthodes du framework, comme celle du get pour parser, etc. On peut aussi créer nous-mêmes nos propres diagnostics à partir des erreurs avec des messages custom. Donc c'est ici ce qu'on fait là. Et si jamais ça se passe bien, bah là, ma méthode createCodeFile, elle me renvoie l'ID qui aura été défini par le système. Donc je vais maintenant reprendre cet ID, le mettre dans mon objet quoteResourceModel. Cet objet, je vais lui-même, cette fois-ci, le resérialiser vers quelque chose qui sera utilisable par Terraform Core, ici, en le mettant dans le state de la response. Et c'est comme ça qu'à partir du plan, on va venir créer notre ressource, puis venir compléter les informations de cette ressource et les mettre dans le state. En plus, ici, tant qu'à faire, on s'est dit on va rajouter un petit log. Dans le Terraform Plugin Framework, il y a également donc, plein d'utilitaires pour rajouter des logs. Plusieurs choses à savoir. Par défaut, ces logs-là, ils ne sont pas visibles par l'utilisateur. Les logs des providers ne sont pas directement affichés. Il faut mettre une petite option pour les voir. Mais une fois que c'est le cas, c'est bon, tout est bien affiché. Une fois qu'on a vu le create, les autres méthodes, ça suit vraiment le même schéma à chaque fois. Read, update, delete, à chaque fois, c'est le même principe. Ça suit tout le temps le même modèle. Cette fois-ci, hop, alors non, surtout pas. Voilà. Hop. On a fini d'écrire le code, Clément? Ouais, c'est cool. On est tout bon. Bah, on est presque tout bon. Là, on peut au moins essayer de le tester en local. Qu'est-ce que t'en penses? Tester, c'est douter. Tester, c'est douter. Le doute est permis. Le doute est permis, exactement. Puis moi, j'aime bien tester. Alors, pour tester notre provider, moi, ce que je veux dire, en tout cas, déjà, qu'est-ce qu'on peut faire pour le compiler, parce que Go, c'est un langage compilé. On va pouvoir utiliser une commande de la Go toolchain qui s'appelle Go install. Go install point, en l'occurrence, ça va prendre tout le code de notre projet, ça va venir le compiler, créer un exécutable, et ça va venir ensuite prendre cet exécutable et le mettre dans le dossier, ici, Go bin. Donc là, il faut bien comprendre, du coup, vu que c'est compilé, à chaque fois qu'on va venir modifier notre provider, il va bien falloir pas oublier de refaire un go install point, sinon on va venir
utiliser une ancienne version du provider qui ne correspondra pas au code qu'on est en train de modifier. Et par contre, du coup, une fois que c'est dans Gobin, je crois qu'il y a une configuration à mettre, c'est ça, Clément? Ouais, tout à fait. Parce que Terraform, dans son cycle de vie, vous allez initialiser vos providers, c'est-à-dire qu'il va venir fetch les ressources distantes, il va les installer localement, il va vous permettre de les utiliser. Et bien là, du coup, il faut que dans terraform.rc, vous indiquiez que vous êtes dans un cadre de développement, et donc que vous allez faire un override sur certaines dépendances. Donc ici, on retrouve la configuration de notre provider sur la source de notre provider, qui est GitHub Remy Even citation 2000, et on lui indique qu'il va devoir aller le chercher dans le Gobin. Et donc ça nous permet en fait d'accéder localement à notre provider. Ok, bon, on n'a plus qu'à essayer, hein. Alors, je retourne sur mon VS Code. J'ai prévu déjà un petit projet Terraform, hop, dans lequel j'ai défini plusieurs ressources de citation 2000. Donc j'ai deux ici citations. On retrouve celle de Ian Malcolm, également celle d'Eli Sattler. Hop, je vais ouvrir un petit terminal. Voilà. Hop. Alors, on va commencer par installer, en effet. On va dans le bon dossier. Voilà. On va faire un petit go install point. Voilà. Go, ça compile vite. C'est toujours pratique. Ensuite, on peut aller regarder est-ce qu'il y a bien eu quelque chose qui a été créé dans le dossier Gobin. On retrouve bien notre exécutable Terraform Provider Citation 2000 dans Gobin. On va vérifier si on a bien la conf qu'il fallait dans... Hop. Si je retrouve comment faire un tilde, voilà. Si on a bien le Terraform RC configuré comme il faut. Alors, si je fais un ls, oui. Je suis pas ops. Hein, a priori, c'est tout bon. Donc, je vais pouvoir aller me placer dans le dossier de mon projet Terraform et je vais faire un Terraform plan. Voilà. A priori, tout va bien. Il me dit que tout est à jour. Remarquez qu'on n'a pas fait de Terraform init comme on aurait eu envie de le faire. Vu qu'ici, on récupère le provider directement du local, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un gros warning ici. Faire un Terraform init, c'est un cas particulier où, dans le meilleur des cas, ça ne sert à rien, et dans le pire des cas, ça peut poser des problèmes. Donc voilà, juste un petit truc à savoir. On va quand même pousser le test un poil plus loin. On va venir modifier ici, là, une des citations. On va quand même mettre son titre au docteur Eli Sattler. On sauvegarde, et cette fois-ci, si je fais un Terraform apply, il a bien détecté qu'il y avait un changement à effectuer. Je vais lui dire de faire ce changement. Et si je retourne ici et que j'actualise, c'est bon, ça marche. Impressionnant. Du coup, cette fois-ci, Clément, on a écrit le code, on a testé. My job is done. Alors là, tu vas tatiller mon côté DevOps, c'est que tu vas pas refaire cette séquence manuelle à chaque fois que tu vas déployer ton provider quand même. Ça serait bien de l'automatiser. Et en plus, il me semble avoir vu passer dans un des tutoriels obscurs de HashiCorp que c'est possible de faire quelque chose de propre. Tu veux dire qu'on va mettre en place des bonnes pratiques de test? Ouais, même pour faire des trucs d'ops. C'est vraiment pour toi. Hein. Ma foi, on y va. On va recoder encore. Hop. Alors, c'est pas ça que je vais faire. Voilà. Petit mouvement dans le futur. Tu vois comme quoi j'ai codé rapidement. Alors, les tests unitaires qu'on va pouvoir faire, en tout cas les tests automatisés qu'on va pouvoir faire avec le Terraform Plugin Framework, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont basés sur toute la manière de faire des tests unitaires qui est déjà présente en Go dans la lib standard. Il faut savoir qu'en Go, pour faire des tests unitaires, on n'a pas besoin, par exemple, d'installer du JUnit comme en Java, ou du Jest, ou des libs équivalentes comme dans d'autres écosystèmes. En Go, on a de base tout dans la lib standard. Et le Terraform Plugin Framework vient juste se plugger par-dessus tout ça. Et on verra que c'est parce que du coup, on peut tout lancer depuis nos IDE, etc. L'idée, c'est qu'en Go, pour faire des tests unitaires, on va utiliser une approche qu'on appelle le Table Driven Test. En tout cas, c'est très souvent ce qu'on va faire, mais ce n'est pas obligatoire. L'idée, c'est que plutôt que de faire une méthode de test pour chaque cas de test, on va définir une grande méthode pour tous nos cas de test, mais on va les définir dans un tableau, et ensuite on va faire une boucle pour itérer sur les éléments de ce tableau, pour à chaque fois récupérer dans chaque élément, on va avoir des inputs à passer à notre système qu'on est en train de tester, et également les expected outputs. Et donc on va pouvoir venir comparer ça à chaque fois.
Dans le cadre de Terraform, ça va être suivant ce même modèle-là. Je récupère les tests de la ressource. Donc on retrouve ici une méthode pour venir tester la ressource, et on va retrouver ici dans Steps le tableau de nos différents cas de test, avec à chaque fois nos inputs et nos outputs. Donc dans le cadre de Terraform, qu'est-ce qui sera nos inputs, qu'est-ce qui sera nos outputs? Nos inputs, ça sera du code HCL, qui va ici permettre de représenter qu'est-ce qu'un utilisateur pourrait écrire dans ses projets Terraform. Et nos outputs, ça va être des tests qu'on va venir faire sur le state. Par exemple, ici, si j'applique ce bout de code Terraform-là qui crée une citation, je vais vérifier, est-ce que dans le state, j'ai bien, dans ce chemin ici, cette valeur-là. Est-ce que pour le message, c'est pareil. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on n'est pas obligé de faire juste des égalités strictes. On peut venir également mettre des custom checks pour dire, voilà, par exemple, mon ID ici qui va être créé à l'avance, je ne sais pas quelle va être sa valeur, mais j'ai quand même envie de vérifier qu'il est là et qu'il correspond à une forme du ID. Et donc, on peut venir définir nos checks custom. Voilà, on est tout à fait libre là-dessus. C'est efficace en tout cas. Moi, il me semble avoir vu passer un truc quand même dans la doc de Terraform, c'est que ces tests-là, ils sont réellement interprétés par ton Terraform Core, il me semble, non? Ouais, d'autant plus qu'en fait, il crée vraiment les ressources. Ah donc ouais. là, nous, on crée 2-3 fichiers, c'est pas très grave. Mais si on faisait un provider qui venait créer des ressources dans un serveur, dans le cloud, etc., potentiellement, ça pourrait vite chiffrer. Et donc, en fait, de ce point de vue-là, on est beaucoup plus proche de tests d'acceptance que de tests d'unitaire. D'où le fait que, de base, pour lancer les tests Terraform, il ne suffit pas de lancer des tests comme on le ferait en Go classiquement. Il faut en plus passer une petite variable d'environnement, tfhack pour acceptance, et la mettre à true. Sachant que nous, on va quand même pouvoir moquer là où on va créer nos fichiers. Et si on venait, par exemple, appeler une API HTTP pour venir provisionner des ressources quelque part dans le cloud, on pourrait moquer cette API HTTP, dans quel cas on retomberait dans le cadre de tests vraiment unitaires, et on peut les noter directement ici. On peut venir ici mettre isUnitTest à true dans la définition de nos cas de test, ce qui permet de ne pas avoir à repasser cette variable ici. Et ce qui est bien, c'est que, comme je disais, ça se base vraiment sur le framework de test unitaire de base de Go. Donc on peut lancer les tests directement depuis un VS Code ou depuis votre IDE de choix. Et on va tout avoir ça. On va même avoir, par exemple, des infos de coverage. Et là, si je retrouve le code de ma ressource, on voit quelles lignes ont été testées par les tests unitaires et lesquelles ne l'ont pas été. Donc là, on voit qu'on n'a pas été quand même des super bons élèves, parce qu'il y a beaucoup de cas d'erreurs qu'on n'a pas forcément testés. Mais bon, il faut bien un début à tout. Tout à fait. Et ça, c'était pour avoir les dieux de la démo avec nous, parce que c'est jamais facile de faire ce genre d'exercice en live. On aurait dit que c'était du TDD, les tests, il faut qu'ils soient rouges au début. C'est bon. J'ai automatisé les tests. Cette fois-ci, c'est fini. Presque, parce qu'il y a un truc qui est bien avec Terraform, il faut le reconnaître, c'est que la documentation elle est assez standardisée et elle est accessible en ligne à tout le monde. Donc quand on se pose des questions, un ops, il sait tout de suite comment lire la documentation Terraform pour retrouver les informations nécessaires à l'utilisation des ressources et du provider. Et ça serait vachement cool qu'on le fasse. La doc, elle est déjà dans le code. On a mis plein de markdown description dans les schémas, tout ça. On va pas leur demander de lire le code quand même. Bon. L'avantage, c'est que le plugin framework, si on utilise le repo de scaffolding sur lequel on s'est nous-mêmes basé, il y a déjà tout un tas d'outillages qui est mis en place pour la doc. En l'occurrence, il va suffire de faire cette commande go generate ./. Alors c'est toujours une commande de la GoToolchain de base, mais derrière l'outillage ici vient du plugin framework. Le ./. C'est simplement pour dire tu prends tous les dossiers récursivement à partir de la racine. C'est quelque chose qu'on retrouve également si on voulait faire du golint ou des choses comme ceci. Tiens, il reste des trucs. J'ai pas vu un texte c'est pas grave. qui s'est glissé. Qu'est-ce que ça va faire sous le capot, ce GoGenerate? Ça va venir récupérer plein d'informations dans notre code, notamment les informations, les petites markdown descriptions qu'on avait mis dans les différents schémas, celui de notre provider, celui de notre ressource. Et on va également pouvoir lui donner des fichiers d'exemple. Alors ces fichiers d'exemple, à quoi est-ce qu'ils vont ressembler? C'est pas ultra compliqué. On va juste les écrire rapidement.
Hop. On va pouvoir ici mettre un dossier examples dans notre provider et par exemple mettre un fichier d'exemple sur une ressource. On va simplement mettre un exemple d'écriture d'une ressource. Et tout ça, on va pouvoir ensuite utiliser, comme je disais, le GoGenerate. Il suffit de se mettre dans le bon dossier. Hop, GoGenerate. Voilà, ça tourne relativement vite parce qu'on n'a pas grand-chose et que ça fait que de traiter du texte. Et derrière, ça va nous générer ici un fichier doc, enfin un dossier doc, pardon, avec dedans des fichiers Markdown qui vont contenir la compilation de tous les bouts de doc qu'on avait mis à droite à gauche. Et donc ça, les gens vont pouvoir l'utiliser, ça va être beaucoup plus digeste, j'avoue, que de devoir parcourir notre code Surtout du Go. Pour tout ça. Du Go, c'est très lisible, c'est de mauvaise foi. Et là, du coup, si on récapitule assez rapidement, on est quand même très compliant avec ce qu'il fait sur le marché en termes de provider. On a exactement le même protocole de communication que Terraform, une documentation qui est standardisée et des tests qui sont des tests d'intégration ou d'acceptance qui sont relativement faciles à mettre en place. Donc là, globalement, Clément, on est d'accord, on a fini. Il nous reste encore un petit truc quand même, c'est la mise à disposition du provider, avec une bonne pipeline de CI/CD. Petit détail. Petit détail, en effet. On ne va pas demander à tous nos ops d'aller compiler notre code, de le cloner et de le faire en local. Pour faire ça, on peut tout simplement déployer sur Terraform Registry ou Terraform Enterprise. Donc, ils vous fournissent des tutoriels pour justement créer votre namespace et donc soit le mettre sur le public, si votre provider ne contient rien de tendancieux, soit le mettre sur un repo privé. Ça peut être un registry privé aussi également, ça dépendra des cas d'usage de votre entreprise. Et petit bonus aussi qui est intéressant, c'est que là, on vous a parlé de faire un provider un peu artisanal. Quand on prend Google, ils ne vont pas s'amuser à recoder toutes leurs ressources GCP tous les jours, donc ils ont mis en place, eux, des générateurs de code qui permettent de faire ça. Et la bonne nouvelle, c'est que Terraform propose maintenant le sien, avec l'Open API Provider Spec Generator. Alors, c'est une version bêta, on n'a pas encore eu le cas de l'expérimenter à l'échelle. D'ailleurs, ils ont même mis un warning en bas de la page en disant que ça ne respecte pas les bonnes pratiques de développement de provider Terraform, mais ça peut être une bonne manière de scaffold vos projets at scale quand vous avez une API REST classique avec un Open API qui est disponible. Sachant que tu parlais des providers Google, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que les providers Google et d'ailleurs Amazon, la dernière fois que j'ai regardé, ils utilisaient encore le plugin SDK V2, parce qu'ils avaient fait toute leur pipeline de génération à partir de tout ça, mais ils ont par-dessus utilisé quelque chose qui est également fourni par le plugin framework, qui est une couche de compatibilité du plugin SDK V2 vers le plugin framework. Et notamment, on n'a pas trop parlé de la partie gRPC qui est entre Terraform Core et le provider, parce que vous voyez qu'elle est totalement abstraite du point de vue de notre code. Mais le plugin framework permet d'utiliser la V6 de ce protocole, tandis que s'il n'y avait pas la couche de compatibilité, les projets SDK V2 seraient bloqués sur la V5 de ce protocole. C'est sûr. En tout cas, merci pour votre attention. Vous pourrez retrouver toutes les ressources disponibles sur le repo GitHub de Rémi avec un code lab à disposition pour pouvoir vous entraîner de votre côté. On tient particulièrement à remercier Marian qui nous a accompagnés pour la première version de ce talk et la mise en place du code lab. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un feedback parce que c'est la première fois qu'on le joue, donc c'est pour nous améliorer. N'hésitez pas à être critique ou à nous envoyer des superbes compliments. On sera ravis de les accueillir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser.